Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec monsieur head coach de la Team France. Bonjour et merci beaucoup de l'accueil, ça fait plaisir. Ah bah, surtout toi qui m'accueilles parce que voilà, on est dans la... T'es un peu dans ma chambre. Exactement, ouais. Donc là, nous sommes à Bahreïn. Les mondiaux, hier c'était assez compliqué parce que... dure journée. Exactement, je suis un peu le chat noir. Je porte cette responsabilité-là parce que je suis arrivé, tout le monde a perdu malheureusement pour toi. Mais on va pas t'imputer ça à toi. Merci. Il y a d'autres raisons, je pense. Tu veux qu'on en parle maintenant ? Ouais, pour faire... Allez, je vais donner mon analyse, elle m'appartient. On n'a pas débriefé encore avec les autres coachs que j'ai la chance d'avoir avec moi, mais je pense ils sont tout à fait d'accord. Si tu veux, cette année, en ce qui me concerne, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait deux niveaux. C'est-à-dire le niveau, pas que de l'équipe de France, parce qu'on pourrait débattre des heures, se dire oui, mais notre sport n'est pas légalisé, on n'a pas la structure. Certes, c'est vrai, j'en conviens, tout le monde le sait, c'est quelque chose, c'est un fait connu. Moi, je trouve que malgré tout ça, malgré le fait qu'on n'a pas de championnats nationaux, ni départementaux et compagnie, et que le MMA n'est pas légalisé en compétition chez nous, notre équipe de France, elle a réussi à se hisser à un niveau européen tout à fait correct et honorable. On est largement au niveau des autres nations européennes dont le MMA est légalisé au sein de leur pays. C'est-à-dire que tu as vu au niveau des résultats, on a sorti des Suédois, on a sorti différentes nations. Donc là-dessus, on n'a absolument pas à rougir. Là où le fossé se creuse, c'est que dans ce qu'on appelle le bracket, c'est-à-dire le tableau où les combats s'enchaînent, il s'est avéré qu'à partir des quarts, on est tombé sur du russe. Ah non, complètement, oui, non. Et puis, surtout aussi, il y a 2 médailles à la fin, c'est pas ce qui était espéré, mais on va dire les combats, c'était pas non plus, c'est ce que je disais à Nicolas, à chaque fois, c'était pas déshonorant, on va dire, pour l'équipe de France. Donc, le bilan, il est, si tu veux, on s'est arrêté à ça, donc Kazakh, Russe, en toute honnêteté, pour les 3 quarts de l'équipe, on refait les combats 10 fois, on perd 10 fois. Ça, pour des raisons évidentes. Le gars qui a la chance de revêtir le maillot de la Russie, il a fait 30 combats cette année, d'un très très haut niveau. Et puis c'est hyper structuré aussi, de toute façon. Ils sont top, c'est une grosse équipe. Tu as vu, tu étais à la salle aujourd'hui. En junior, combien de fois a-t-on entendu l'hymne russe et kazakh aujourd'hui ? Je compte même pas. Et ce sera la même chose. Et ce sera la même chose. La seule petite surprise à la limite, c'est la qualité de l'équipe kazakh. Voilà. À la limite, dans ces championnats du monde, pour l'instant, en junior en tout cas, ce qu'on peut relater, c'est que ils ont tenu la dragée haute puisqu'ils ont sorti. En fait, il y a 3 équipes majeures, c'est le Kazakhstan, la Russie et Bahreïn, version caucase, on va dire, puisque tu as remarqué, les filles bahreïnaises sont brésiliennes et les garçons bahreïnais sont caucasiens. Voilà. Bon, spécificité locale. On va pas étayer là-dessus, il n'y a rien d'autre à dire que relater les faits. Et c'est vrai que les Kazakhs, on les attendait pas à ce niveau-là, puisque d'habitude ils sont présents et ils sont rudes, mais ils détrônent pas les Russes. Et là, on a vu que à de nombreuses reprises, ils ont gagné. Donc, si tu veux, pour les 2 tiers de l'équipe, ces défaites, elles sont évidentes et elles sont incontestables. Après, effectivement, là où on peut nourrir une grande déception, c'est les 3-4 qui avaient déjà une expérience, qu'on avait un petit peu sélectionnés comme les médaillés potentiels, dont Axel. Là c'est difficile. C'est encore à chaud, donc c'est difficile de faire le point exactement. Ouais, complètement. Le combat, moi, d'Axel, j'ai déjà regardé à peu près 45-46 fois. Je le connais par cœur, je pourrais te le commenter seconde par seconde. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais là, c'était quand même un test pour des quarts de finale. C'était, comme tu as dit, niveau bracket, c'était quand même assez dur. Après, Axel, il le domine. Je veux dire, quand tu regardes le premier round, il y a une domination totale. Sur 180 secondes de round, il y a 147 secondes de domination en termes de position. Les 30 autres secondes étant le moment où Axel défend le takedown et prend le dos. Pourquoi il revient si fatigué à la fin du premier et pourquoi
et pourquoi on fait des erreurs technico-tactiques tous les deux. Comme je te le disais en off, je me sens tout à fait responsable de cette défaite, mais ça, c'est des questions auxquelles il faudra répondre après, plus tard, on fera le point, on regardera. Donc ça, c'est la déception majeure, effectivement, parce que on n'a pas encore décidé. Moi, je laisserai Axel décider de la suite, mais en tout cas, pour ce qui devait être ces derniers championnats du monde, c'est une grande déception. Mais après, j'imagine que, dans tous les cas, oui, il y a un petit peu de déception, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions. Ah, disons-le clairement. Voilà, il y a beaucoup de déceptions. Et pour les amateurs, est-ce que pour toi, ça servait aussi, on va dire, de tremplin pour la suite quelque part? De tremplin pour le monde, pour les autres, pour Axel ou pour les autres participants? Pour un peu tout le monde, parce que j'imagine que, quand il y a des grosses performances au championnat du monde amateur, ensuite, on va dire, il y a des camps à l'étranger, il y a plusieurs personnes qui tournent autour pour se dire, potentiellement, on va pouvoir faire des choses ensemble. Moi, je pense que ça doit être un incontournable. Aujourd'hui, l'IMAF, ça doit être incontournable dans la carrière d'un jeune combattant. Pour quelle raison? Déjà, la première raison, c'est que c'est la possibilité d'enchaîner beaucoup plus de combats que si tu passes par le circuit professionnel. Ouais. Axel en avait déjà dit un mot, mais c'est un raisonnement qu'on a en commun, donc bien évidemment, on a le même discours là-dessus. Mais il faut juste prendre les faits. Tu vois, les mecs qui sont à l'UFC, en général, ils arrivent avec un record pro, on va dire 10, 15, 20 combats selon les catégories. L'IMAF, ça te permet de faire 10-15 combats par an, quasiment. J'extrapole un tout petit peu, mais pas beaucoup. À partir de là, tu fais 2 ans d'IMAF, tu arrives à plus de 25 combats, c'est ce qu'a Axel aujourd'hui. Dans quelle structure tu vas pouvoir faire ça? Aucune. En ayant aussi une question de protection. Alors certes, cette protection de l'intégrité physique de l'athlète, elle favorise les lutteurs. Bon, ok, mais c'est pas très grave dans l'absolu. Je veux dire, aujourd'hui, le fait qu'on mette pas de coups de genou au visage, que les gants soient un petit peu plus épais, que les rounds soient courts, qu'il y ait des soumissions qui soient interdites au sol, est-ce que c'est bien grave? Moi, j'ai envie de te dire non. S'il n'y avait pas ça, de toute façon, on ne pourrait pas faire un combat par jour, tous les jours, sur 5 jours. Donc, oui, c'est un tremplin expérientiel. Et après, c'est aussi un tremplin en termes de médiatisation, parce que y a des patrons de grandes orgas qui viennent, qui regardent. Ça te permet d'avoir une notoriété. Y a des gens comme vous qui viennent relayer l'information, ce qui permet d'être connu. Parce qu'aujourd'hui, le travail des réseaux sociaux, il est obligatoire. Je veux dire, le MMA, ça a changé aussi depuis mes débuts dans un temps lointain, on va dire. Tout a changé. Aujourd'hui, une orga, quand elle s'intéresse à un fighter, elle va regarder son Sherdog, son highlight. Elle va aussi regarder le monde qu'elle draine sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui n'existaient pas quand j'ai commencé, tu vois. Donc complètement. L'IMAF aujourd'hui, c'est pas encore incontournable parce que, allez, on va tacler un peu. Il y a un phénomène que j'appelle le phénomène franco-français. C'est bien d'être pro, tu sais, ils aiment bien. Ouais. Pro, je suis pro. Mais pro de quoi? Aujourd'hui, professionnel, ça veut tout dire tu combats pour de l'argent ou tu combats sans protection? C'est quoi si on doit affranchir une définition, c'est quoi pro? Moi, je pense que c'est mieux d'être amateur pendant 2 ans. T'as pas ce problème en Russie. Ils ont même pas le choix, en fait. Complètement. Ouais. Mais chez nous, il y a encore ce truc de je suis pro, moi je fais pas amateur, je suis pro. Donc non, ça doit être incontournable. Aussi bien d'un point de vue expérientiel que d'un point de vue médiatisation. Vraiment bien, parce que ça, on va dire, c'est un petit laboratoire à ciel ouvert pour justement détecter les talents. Mais c'est vrai qu'en MMA, aussi bien en France qu'à l'étranger, ce qui est compliqué aussi, c'est, on va dire, financièrement pour les athlètes, de se dire, est-ce que c'est possible finalement de pouvoir tenir 2 ans pour gagner en expérience, mais ne pas avoir de salaire? Parce que même si, on va dire, quand ils sont dans des petites organisations, économiquement, on va dire, t'as quand même un support, et c'est là que ça peut être compliqué pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Tu as entièrement raison. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être entouré déjà. C'est-à-dire que ton head coach, il doit être là pour savoir ton destin, ta destinée en termes d'histoire sportive. Tu as des jeunes chez qui tu vas sentir la maturité sportive en termes de potentiel, en termes de technique, en termes de technico-tactique. Et là, est-ce qu'il faut s'attarder sur de l'amateur? Non. Mais la grande majorité des athlètes, leur maturité sportive, technique, elle est entre 25 et 30 ans. Donc, est-ce que si tu lances quelqu'un dans le grand bain alors qu'il n'est pas prêt, tu vas plus le pénaliser financièrement, au final, par le biais de défaites? Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'en amateur, il y a reset après. Ouais. Mais il n'y a pas un reset social. Il est toujours connu, mais son palmarès, il revient à 0. Tu vois où je veux en venir ? Donc après, quand tu vas le proposer sur le marché, des fois, déjà, il ne faut pas parler d'argent parce que
c'est pas que c'est tabou, hein. C'est qu'en fait, ça va évoluer ça. Donc je sais pas, au jour où on parle de ça, là aujourd'hui, on est en 2019. Déjà en 2020, peut-être que tout aura changé. Exactement, voilà. C'est pour ça que je te dis ça. Mais aujourd'hui, tu regardes je sais même pas si on peut dire que c'est des cachets dans des petites organisations en pro, parce que c'est des trucs qui sont dérisoires. Oui, on va dire, on te rembourse les frais. Voilà. Ouais, on est d'accord. Voilà. Les frais de déplacement. Parce que quand on voit la palette qu'il faut pour la préparation d'un combat, en termes de diététique, en termes de préparation, en termes de transport et tout ce qui va avec, je crois pas qu'on est dedans. Cela étant, voilà, on va dire, on te rembourse les frais de transport. On va dire que c'est du défraiement. C'est comme on dit, de l'indemnité kilométrique. Voilà. À partir de là, le gars, tu l'envoies sur la scène professionnelle. Il n'y a pas un enjeu financier très important. Il génère des défaites de par son inexpérience. Sa carrière, elle est pas foutue, mais presque. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les grandes organisations comme le UFC, comme le Bellator et comme d'autres, ils vont regarder ce palmarès. Et si tu as trop de défaites, il faut les expliquer, mais c'est difficile de les expliquer. Pour que le fighter soit bankable, c'est pas grave. Il y a très peu. Il y avait un sujet dernièrement sur les fighters invaincus. Tu as vu, il y en a pas beaucoup. C'est vrai que l'UFC en a 2. C'est quand même énorme. 2 champs en plus. Oui, exactement. Oui, parce qu'il y en a quelques-uns invaincus, mais voilà. Tu vois. On est sur du 28 et du 18, je crois, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. Bon, c'est rare. Il y a un attrait, c'est important, mais tu regarderas que la grande majorité, c'est pas le cas. Tu peux avoir quelques défaites, mais quand tu vas arriver à haut niveau, tu la risques déjà la défaite. Donc, si tu en génères au début de ta carrière, ça va la rendre encore plus compliquée. Donc le calcul, moi, je pense qu'il a même pas lieu d'être. C'est juste au coach. Quand je te dis le calcul, c'est le calcul financier, bien sûr. Oui. Après, c'est le coach qui doit regarder si, en termes de maturité, on fait 2 ans ou 1 an amateur, ou si on passe directement dans de grandes organisations. Dans toutes les organisations. Et je discutais aussi avec Nicolas ça. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est au niveau du style, au niveau des règles, ça avantage les lutteurs. Comme aux États-Unis avec l'UFC, mais on va dire là encore plus. Et finalement, ceux qui gagnent les mondiaux, c'est pas spécifiquement ce qu'on va retrouver à l'UFC. Après, regarde, si on fait un petit brief des champions dans les grandes organisations, tu vois, il y a peu de strikers quand même. Ah non, complètement. Il faut un background en lutte et il faut venir de la lutte. C'est ça. Donc moi, je trouve que il faut le voir comme un truc formateur. Certes, on parlait de médiatisation, de mise en avant d'un ensemble de choses, mais je trouve que c'est bien. C'est vrai qu'effectivement, il y a peu de strikers. Après, il y en a quand même. Il y en a. Puis, attends, les Russes qu'on a vus tous les deux, effectivement, il y en a, allez, on doit faire des pourcentages, il y en a peut-être la moitié qui strike pas beaucoup. Mais ça strike aussi. Hein. Oui, non, complètement. Aujourd'hui, la Russie, le Kazakhstan, ils ont une école de boxe anglaise historique, quasiment, tu vois. Donc globalement, oui, en cas de difficulté, notamment contre nos athlètes, ils sont là pour simplifier le combat. Donc, quand ils tombent contre des athlètes français qui sont pas réputés pour avoir une culture lutte, ils en usent et ils en abusent, comme on dit. Après, ils savent striker, les gars, quand même. Oui, mais c'est pas. En fait, c'était plutôt dans le sens où je suis d'accord, ils savent striker, mais ça va pas être un style. Le style qui est mis en avant, c'est pas un style vendeur pour les organisations américaines. Tu vois, c'est plus, on va dire, on va fabriquer une machine à gagner comme Khabib, et Khabib, s'il a pas son bilan de 28-0, c'est pas que personne s'intéresse à lui, mais tu vois, il y a beaucoup de lutteurs qui vont faire, pas du lay-on près, mais. C'est pas faux. C'est un peu dur ce que je dis, mais tu vois, et donc c'est pour ça que pour moi, peut-être pas changer les règles, tu vois, mais faire en sorte qu'il y ait cette espèce de prime, pas au risque, mais on va dire au striking, parce que quelque part là, si tu contrôles juste la position, t'arrives à remporter le round. Après, tu sais, mon avis là-dessus, c'est que ça va se lisser. Je te donne un exemple. Ça nous fait pas, aux amateurs de sport, ce que je vais dire, ça va pas leur faire plaisir, mais des fois, à l'UFC, tu vois 2 ceintures noires de jiu-jitsu ou 2 lutteurs ex-NCAA ou première div qui font du pied-point. Enfin, du Demian Maia Ben Askren, par exemple. Pendant 25 minutes ou 15 minutes. Parce qu'ils savent qu'ils vont se neutraliser en préhension. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que je pense que dans le temps, ça va devenir comme ça aussi. C'est-à-dire que quand le niveau de lutte général va monter, il va falloir du temps. Par exemple, en France, tu vois, je pense qu'il va nous falloir 2-3 ans avant qu'on ait rattrapé notre retard dans cette discipline. Mais je pense qu'au bout d'un moment, à niveau de lutte égal, ça va striker. Parce que ça demande de l'énergie de tenter un takedown et que s'il passe pas, ça va être difficile après par la suite. Donc, je pense que les règles n'évolueront pas parce que si tu commences sur de l'amateur à mettre du coup de genou au visage, le bilan en termes de blessures va considérablement augmenter. D'ailleurs, ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. J'espère que les instances dirigeantes en France le comprendront très vite. Ça, il faut l'enlever. Je pense que les règles de l'IMAF aujourd'hui,
elles sont impeccables pour la protection de l'intégrité physique et pour ce qu'on appelle le défaut technique. C'est-à-dire que si tu as une grosse différence technique entre deux athlètes, en IMAF, ça risque pas de générer d'énormes blessures. Donc, effectivement, ça peut être frustrant. Des fois, quand tu vois ces combats qu'on a vus ensemble hier et aujourd'hui, et que tu vois que des takedowns, ça tombe, ça reste par terre, alors ou ça bloque, ou ça donne des fausses frappes pour éviter que l'arbitre ne replace ou ne relève, ça peut être un petit peu frustrant. Je pense que d'ici très peu de temps, au niveau de certaines nations européennes et d'ici 2-3 ans pour d'autres, ça va se réguler grâce à l'augmentation du niveau en lutte. Moi, c'était plus dans le sens, par exemple, tu vois, Axel qui vise à être professionnel, donc quand il s'entraîne, évidemment, il a toutes ses armes. Mais aujourd'hui, quand tu vois un Israël Adesanya qui a vraiment développé cette science du mouvement, finalement, pour enlever les takedowns, là, avec les règles, Adesanya, ce serait un peu plus compliqué pour lui. Parce que tu favorises finalement le lutteur à shooter le takedown. Je suis d'accord avec toi. Et c'est ça qui me... Moi, je trouve ça dommage. Il y a la takedown défense aussi. Oui, tu vois, évidemment. Les règles sont ce qu'elles sont, on les regarde pas. Mais si on revisionne le premier round d'Axel, il défend, impeccable, il prend le dos. Et s'il n'y avait pas cette baisse de forme, il fait ça à 3 rounds, on n'en parle plus. Et puis l'anti-wrestling d'Axel, il est au top, même s'il n'y a pas les coups de genou au visage. C'est pour ça que je te dis, en défense de takedown, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est vrai que là où tu as raison, je te rejoins, c'est qu'un garçon comme Axel, il est double champion de France de Muay Thai, mais il exprime quasiment pas son Muay Thai là-dedans. Alors, pour des raisons, hier c'était la grande cage, mais dans la grande majorité des cas, c'est pas le cas. Tu as une cage qui est petite, donc tu as 2 pas de retrait, tu es contre le grillage. Donc c'est vrai que pour le strike, c'est relativement difficile. Comme tu l'as vu, le taux de ratio de KO, il est bas. Et ça, c'est effectivement les règles qui font ça. Et ce qui est quand même pas mal parce que c'est pour l'amateur, c'est bien. Ouais, c'est ça, pour l'intégrité physique des athlètes, tout ça, c'est super. Et puis ça leur apprend une école difficile. Ça leur apprend une école dure et quand ils passeront pro, ils auront déjà une vision assez compliquée du fight, du technico-tactique parce qu'ils ont vécu tout ça, ils auront 15-20 combats. Les mecs, quand ils passent en pro derrière, ils ont l'habitude de contrer la lutte. Parce que là, on parle du phénomène caucasien, on va dire, mais les Braises, ils font quasiment la même chose. Je veux dire, aujourd'hui, tu regardes les Brésiliens, c'est un petit peu différent parce qu'ils vont plus chercher le jiu-jitsu au sol, alors que les Caucasiens vont travailler en position surtout et sur de la frappe. Mais c'est un peu le même jeu. Donc si tu sais pas contrer l'un, tu sais pas contrer l'autre. Et pour un coach, là, comment ça se passe? Donc tu as l'expérience évidemment du MMA professionnel, mais en amateur, le côté de ne pas avoir autant de temps pour préparer un game plan, est-ce que c'est beaucoup plus challengeant pour toi ou au contraire tu préfères quand c'est professionnel et où là... Je pense que c'est 2 exercices totalement différents. Pourquoi? Là, en ce moment, tu vois, je suis en train de préparer aussi le training camp. Enfin, je suis en plein training camp pour Manon Fiorot, qui fait la ceinture de l'UFC en Afrique du Sud le 14 décembre. Là, l'adversaire, on la connaît depuis le mois de juillet. On visionne. Tu regardes, la fille, c'est Amanda Lino, elle a une expérience IMAF, donc là, tu payes 40 € sur le site de l'IMAF et tu télécharges tous ces combats. Monsieur fait les choses légalement. On ne se trompe pas, on regarde. En plus, avec l'IMAF, je suis quand même head coach de l'équipe de France, donc si un jour je tombe pour copyright, c'est pas terrible quand même. Hein. Mais non, on paye, on prend un compte, on regarde les combats IMAF, ensuite tu regardes ces 4 ou 5 combats professionnels, celui qu'elle fait contre Jacqueline Trozeux pour la ceinture des 57, celui qu'elle fait contre Resilien Zouak pour la ceinture des 61, et tout ça, tu regardes, tu fais des statistiques, tu regardes le nombre de coups donnés, tu regardes de quel côté elle tourne, tu regardes quels sont ses enchaînements récurrents, tu fais un vrai travail, tu essayes de trouver des sparring adaptés en termes de taille, en termes de morphotype, en termes d'enchaînement et tout ce qui va avec. À côté de ça, tu vas faire de la prépa physique, tu vois, je t'apprends pas, tu connais le truc. Ça, c'est une prépa pro. Tu te prépares pour 25 minutes, ce sera une fois, il n'y a qu'un seul combat et tu connais l'adversaire. Le côté amateur, il y a un côté technico-tactique qu'on va faire tout au long de la semaine, mais au début, tu ne sais même pas contre qui ils vont se battre. Le bracket n'est même pas fait. Là, il y avait 2 ou 3 représentants du Boxing Squad, 2 ou 3 représentants du Factory. Tout le reste, ça tourne dans d'autres clubs. Donc, tu n'as pas les gars avec toi toute l'année. Donc, qu'est-ce que tu fais une fois que tu les as sélectionnés? Lors de rassemblement, tu leur donnes une orientation d'entraînement. Tu essaies de parler effectivement de ces règles IMAF et de ces combats IMAF qui sont beaucoup contre la cage, qui sont beaucoup en lutte, et tu les orientes vers un entraînement de ce type. Une fois que tu as fait ça, l'athlète il revient préparé ou pas, tu sais pas trop parce que tu n'as pas été avec lui.
Et tu vas l'accompagner tout au long de la semaine avec un coaching hyper difficile puisque on part sur un premier game plan en fonction de la nationalité parce que des fois tu connais pas forcément l'athlète si c'est un nouveau IMAF par exemple. Oui. Puis après derrière ça, tout au long de la semaine, là par contre on essaye avec les gens qui sont en tribune de filmer en spéculant en fait un peu sur la victoire de ton gars. Tu vas filmer le bracket, c'est-à-dire le tableau pour voir le lendemain matin ou le soir même, l'adversaire qui s'est qualifié, de quelle façon il s'est qualifié. Et là, tu refais un peu la même chose, sauf que sur un training camp, tu vas le faire sur 9 ou 10 semaines et que là, tu le fais la veille pour le lendemain. Donc, il y a quand même des similitudes, mais c'est un peu un coaching qu'on qualifierait à la volée. Mmh. Mais globalement, tout y est. Mais tu ne prépares pas tout à fait de la même façon. Et comment ça se passe exactement au niveau du recrutement du staff aussi ? Parce que est-ce qu'il y a une vraie, on va dire... pas esprit d'équipe, mais enfin, c'est un sport individuel le MMA, mais là on voit quand même que c'est drapeau bleu, blanc, rouge, et puis comme tu as dit, des coachs qui viennent de différents clubs aussi. Alors moi, là-dessus, après les championnats du monde de 2017, j'ai eu Bertrand Moussou au téléphone. Il y avait donc Manon Fiorot, qui était du boxing squad de chez moi, qui était championne du monde dans la catégorie des 61 kilos. Et il y avait Axel, qui venait d'arriver, qui était encore junior, mais moi je voulais qu'il fasse directement le bracket senior pour qu'il s'aguerrisse un petit peu, et il est vice-champion du monde. Donc on ramène 2 médailles à Nice, on est content, une médaille d'or, une médaille d'argent, et quelques semaines plus tard, j'ai Bertrand au téléphone qui me demande si ça m'intéresse de reprendre l'équipe. Donc dans un premier temps, je reprends l'équipe seul, puis juste avant les championnats d'Europe, il y a Ghislain Brix, le coordinateur, qui me dit, voilà, Aldric, est-ce qu'il y a quand même du monde là que tu as sélectionné sur ça, est-ce que Yuri Benejari, ce serait bien avec toi ? Et moi, je dis oui de suite parce qu'on ne se connaît pas avec Yuri à ce moment-là, mais je connais l'athlète. Je l'ai suivi au championnat du monde, je l'ai vu dans ses débuts de sa carrière pro, Bellator, tout ça. Puis la personne que je connaissais via médias interposés me plaisait. Donc on se rend compte avec Yuri, ça match tout de suite. Donc il y a une vraie cohésion entre nous, un respect mutuel, et ça se passe super bien. Donc on fait ces stages juste avant les Europes, on fait le coaching ensemble des championnats d'Europe et ça se passe super bien. Et il y a vraiment une émulation entre nous et une complémentarité. Puis ensuite, Ghislain me rappelle, après quelques détections pour les mondes, et là il me dit, Aldric, là vous allez être très nombreux, ce serait bien qu'il y ait un 3e coach avec toi, qui serait Nicolas Haute. Donc pareil, je connaissais Nicolas de par ses brillants coachings sur les athlètes du MMA Factory et de par sa carrière d'athlète aussi, pareil, médaillé d'argent si je ne m'abuse en 2015 ou en 2016 à Las Vegas, tout ça. Donc on se rencontre sur les rassemblements et ça match aussi parce qu'on a un but commun, que le but c'est que personne ne se mette en avant spécifiquement, c'est juste qu'on ait un palmarès pour cette équipe de France et un objectif aussi de médaille. Donc ouais, je pense vraiment qu'il y a un vrai esprit d'équipe et une vraie cohésion dans le staff, avec aussi Bakary Sissoko qui est préparateur physique. Donc ouais, ça a très très bien matché. Moi je suis super content de travailler avec eux. Et pour toi, la clé, là, on va dire pour la suite, c'est vraiment de repartir avec le même groupe finalement. Alors, tu veux que je te dise très honnêtement, la suite, je sais pas en fait, parce que elle va dépendre. Il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. Moi déjà, je sais pas. Tu vois, j'ai une déception quand même. Je t'en parle à tête reposée avec un jugement parce que je suis obligé. J'ai d'autres échéances qui arrivent, mais déjà j'ai une grosse déception. Donc, il va falloir que je la digère. Je vais pas faire mon mode Calimero, mais quand il y a un mauvais résultat sportif, j'aime pas dire oui, c'est les athlètes, pourtant moi je suis responsable de cette défaite et je me mets en avant là-dessus parce que oui, je t'ai parlé de braquette tout à l'heure et tout, mais peut-être qu'on aurait pu me faire certaines choses pour essayer d'augmenter ces résultats. Donc déjà, ce paramètre, et je tenais à le signaler. Après, la suite, elle va dépendre d'un ensemble de choses. Quelle fédération va être délégataire pour avoir le MMA, comment eux ils vont voir les choses, est-ce qu'ils vont vouloir faire une fracture avec le passé et revenir sur une équipe nouvelle. La seule chose, moi, que j'espère vraiment du fond du cœur est que si les nouveaux dirigeants de ces fédérations sont à même de regarder cette interview quand ils auront la légalisation, c'est l'équipe qui s'est démenée. Quand je dis l'équipe, je me focalise essentiellement sur les athlètes. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas repartir sur du neuf, ils vont garder au moins un noyau de ces jeunes parce qu'ils m'ont ému par leur investissement et financier, et moral, et physique. Et j'aimerais qu'ils puissent avoir l'occasion, notamment pour les plus jeunes d'entre eux, de s'exprimer encore pour la France, parce qu'ils le méritent. Et là, sur cette compétition-là, est-ce qu'il y a, on va dire, des athlètes qui t'ont vraiment impressionné, toi ?
Ouais, des athlètes français même, hein, directement. Après, si tu veux, on parlera des athlètes étrangers, parce que j'ai repéré aussi. Mais des athlètes comme Christophe Pisawara, qui avait un bilan uniquement négatif de défaite sur les précédentes compétitions IMAF. Là, il arrive, il prend 2 victoires par finalisation. Donc, il finit son combat. On partait de loin, parce que en termes de pied-point, en termes de lutte, il avait un bagage de grappleur assez important. Un bon jujitsuka. Et là, il arrive, on change 2-3 trucs sur les rassemblements, notamment au niveau de son jeu, et puis il finalise 2 fois. Des athlètes comme Anthony Fresno, pareil, que j'avais vu en rassemblement, on partait pareil de loin, là il arrive, pareil, il gagne 2 combats, avec la manière en plus, tu vois. Ouais, et si je devais résumer déjà, me cantonner à 2, je parlerais de ces 2 athlètes-là qui m'ont beaucoup touché de par leur progression et de par leur investissement. Après, pour l'instant, l'athlète qui m'a le plus impressionné dans cette compétition, qui se démarque, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, qui a gagné sa catégorie en junior, c'est Mohamed Mokaev. Énorme, ce qu'il est capable de faire, et surtout la complémentarité de son jeu. On l'a vu striker, on l'a vu lutter, au sol ça bouge pas, il a une hyperactivité. Je veux dire, en termes de stats, j'ai pas mesuré aujourd'hui, mais il a la fréquence de frappe des mecs qui sont à l'UFC. Il est costaud, donc ça veut dire que la gestion du poids, il la gère très très bien. Et en plus, il finalise ses combats, il met énormément de rythme, il a une lutte exceptionnelle, un cage control exceptionnel, au sol il travaille bien. Ouais, pour l'instant, c'est le plus impressionnant de l'IMAF. Bon, il y a encore les finales seniors, il y a pas mal d'autres trucs qui vont se passer, mais aujourd'hui, si je t'en parle d'un seul, je te parle de Mohamed Mokaev. Et comme tu as dit, il était impressionnant physiquement, et c'est vrai que les athlètes français m'ont aussi dit qu'à la différence de certains autres athlètes, ils n'avaient pas ce weight cutting en plus à faire tous les jours. Est-ce que ça, pour toi, c'était un véritable choix, ou au contraire, c'était plus, ça va être pas plus simple, mais on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses? C'est pas un choix pour aller dans la simplicité, c'est un choix parce que le cut weighting, ça se travaille. Je veux dire, aujourd'hui, si tu veux faire ça, il faut tout ça bien. Ouais, c'est ça. Puis il faut avoir travaillé aussi. C'est pas de dire on arrive sur une compète, on cut. C'est-à-dire, tu veux que ton cut il soit efficient, il faut arriver avec un taux de masse grasse relativement bas, il faut avoir l'habitude, il faut avoir peut-être fait de la surhydratation avant. Donc c'est beaucoup de paramètres et ça se travaille que dans une grosse équipe avec un gros encadrement. Donc si tu commences à jouer sur des trucs comme ça sans avoir d'antécédents sur l'athlète, sans avoir un ensemble de choses, tu joues avec son intégrité physique aussi. Donc moi effectivement j'ai préféré l'éviter. On a pesé les athlètes pendant les rassemblements justement pour éviter ça. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est normal qu'à ce niveau-là amateur, il y ait des gars qui fassent un weight cutting quotidien de 3-4 kilos? C'est dangereux, clairement. Après, tu sais, notamment sur tous ces gens des pays de l'Est, ils ont une culture lutte. En lutte, ça cut dès l'âge de 10-12 ans. Donc c'est quelque chose de normal pour eux, ils ont une routine là-dedans, ils le font depuis 8, 10, 12 ans, pour certains même s'ils ont 20 ans, tu vois, ils le font depuis qu'ils sont petits. Donc en plus des fois la pesée c'est le même jour que les combats, en lutte aussi. Donc eux ils ont l'habitude. Mais je pense que même si tu as l'habitude, au niveau intégrité physique, ouais ça joue. Et toi, donc tu as été combattant, là aujourd'hui head coach donc voilà, de l'équipe de France, il va y avoir la normalisation du MMA vraisemblablement, tu as connu ce MMA un peu on va dire underground. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, dès 2019, qu'est-ce qui change concrètement pour les athlètes français qui se lancent dans le MMA? Est-ce qu'il y a déjà, on va dire, des choses qui leur permettent un meilleur accompagnement, au-delà de toi, bien évidemment, de ce que tu leur apportes directement? Ce qui va changer, je pense, c'est la visibilité, c'est le fait que les sponsors, ils vont peut-être se mettre un peu plus à aider ce qu'on appelle le mécénat, tu vois, aujourd'hui, dans le football, par exemple, parce que c'est le sport majoritaire en France, il y a énormément de mécénat. Je ne veux pas dire de bêtises, il faudra vérifier, mais je crois que le mécénat, au niveau du football, il représente quelque chose comme 23 millions, tu vois. C'est pas que dans les clubs pro, c'est le mécénat en général. Des communautés qui aident les associations loi 1901, des entreprises. Donc, si ça peut déjà aider à glaner quelques subventions pour les clubs via le côté associatif et pour les athlètes via le côté mécénat, ce sera déjà génial. Après, il ne faut pas penser que c'est le passage comme le passage à l'an 2000 il y a quelques années en disant tout va être révolutionné. Et finalement, non, on est juste passé à l'an 2000. On sera déçu à la limite si on spécule trop là-dessus parce que je pense que dans un premier temps, pareil, des UFC en France, il ne va pas y en avoir tous les mois. Si on en a un en 2020, ce sera déjà pas mal. Là, clairement, ça va faciliter, je pense,
les carrières pro. Ça va faciliter peut-être les clubs aussi qui vont pouvoir générer plus d'adhérents. Parce que quelque chose, on a peur en général de ce qu'on ne connaît pas. Donc à partir du moment où le MMA est légalisé, les gens vont s'y intéresser. Ils vont se rendre compte que c'est pas le sport de barbare qu'on décrit depuis, j'allais dire des millions d'années, mais c'est presque ça. Et effectivement, les sponsors, les mécènes, ils vont s'y intéresser et ce sera plus. Avant, tu avais des marques qui disaient ouais, l'athlète me plaît, le profil me plaît, mais le MMA, est-ce que ça va pas plus faire de mal que de bien pour la marque? C'est un discours qu'on entendra, j'espère, plus. Donc, faciliter la vie associative et la trésorerie des clubs, c'est pouvoir faciliter également la carrière de l'athlète, clairement. Les sponsors, c'est pareil, le mécénat, dans le football, ça marche énormément puisque tu as plus de 20 millions d'euros qui sont générés dans le mécénat et dans le sponsoring. Je pense que si on peut en récupérer une infime partie pour les athlètes qui veulent se lancer dans une carrière amateur ou professionnelle, ce sera super. Mais après, de là à dire que tout va changer, l'UFC, s'ils arrivent en France une fois en 2020, ce sera génial. Après, derrière ça, je pense qu'on va représenter, on sera un petit pays de diffusion pour l'UFC. Même si aujourd'hui, le MMA, il y a beaucoup de fans qui viennent regarder ce que tu fais, qui viennent regarder les combats de MMA, par rapport à d'autres pays où le merchandising, il est beaucoup plus avancé, ils vont préférer l'UFC capitaliser sur 2-3 events sur ces pays-là. Je te donne un exemple, puisque c'est un peu ce que je fais en termes d'études en ce moment. L'Angleterre, au niveau du football, c'est le sport numéro 1 comme la France. Et quand tu vois ce que dépense un supporter dans un club de football, c'est presque 7 fois plus que ce que dépense un supporter français. Cette statistique, elle est ce qu'elle est, mais l'UFC ira toujours là où il y a un business développement plus important. Ouais. Mais on sera un pays déjà reconnu et on aura notre UFC de façon annuelle ou biannuelle s'ils viennent une fois tous les 2 ans, c'est pas grave, mais on l'aura. Et ça mettra en avant les combattants français, ça c'est sûr. Mais là, hors UFC, parce que évidemment il y aura, je pense, comme à Londres finalement, où au maximum qui est un marché énorme pour l'UFC, c'est une fois par an. Même la Russie, il y a eu 2 UFC, enfin bref, cette année. Moi, c'était plus au niveau des autres organisations, parce que il n'y a pas que l'UFC, Dieu merci, puis il y a plein de combattants qui arrivent à briller, on va dire, en dehors de l'UFC. Est-ce que pour toi, là aussi, il y aura la possibilité, on va dire, d'accueillir des événements et qui est, on va dire, grosso modo, pas de la place pour tout le monde, mais tu vois que des combattants aient la possibilité d'avoir une très belle carrière en France ou européenne? Tu viens de souligner quelque chose de très important. Effectivement, j'ai parlé de l'UFC parce qu'au niveau des enjeux économiques, c'est surtout ça. Après, et puis c'est la vitrine aussi. On a fait il y a 2 minutes un parallèle sur le football dans notre discussion. Je vais t'en refaire un. Si demain matin, une équipe dans le championnat de France, elle fait que des combats à l'extérieur, des matchs, puisqu'on parlait de football à l'extérieur, est-ce qu'elle va être pénalisée par rapport aux autres équipes? Clairement oui, puisqu'on voit que le taux de victoire au football, c'est 6 fois sur 10 à domicile et 4 fois sur 10 par exemple à l'extérieur. C'est des vieilles statistiques, mais elles existent. Les combattants français, aujourd'hui, ils sont jamais à domicile. Alors t'en as qui vont dire ouais, moi je préfère parce que ça me fait moins stresser. Ok, je veux bien entendre ça. Cela étant, on ne parle pas que du stress généré, on parle des décisions litigieuses à l'étranger, ce qu'on appelle des short notice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carrière d'un combattant français aujourd'hui, c'est quoi? C'est à moins qu'il soit dans une très grande organisation type PFL, UFC, Bellator, EFC également. Même au Cage Warrior, dans la grande majorité des cas, on est appelé en short notice. Je veux dire, c'est des faits relatifs. Je ne sais pas une parole critique, c'est des faits. On est appelé souvent en short notice, c'est-à-dire que l'athlète, il a 3 semaines pour se préparer. Regarde, ça arrive même à l'UFC, on en parlait. Je crois que Faresiam, dernièrement, quand il a fait l'UFC à Abu Dhabi… C'était 2 semaines, je crois. Il a pris un short notice. Est-ce qu'on est avantagé à faire ça? Clairement non. Est-ce qu'on est avantagé à combattre à l'extérieur? Clairement non. Ça joue en notre défaveur. Donc, le simple fait que des orgas de MMA se développent en France et que les athlètes français ils puissent savoir qu'ils vont combattre 9 semaines avant et qu'ils vont être à domicile et qu'ils vont être jugés de façon impartiale, c'est déjà énorme dans la carrière d'un combattant. Ça, déjà, ça ne peut être que positif. On sent chez toi quand même on va dire, petite pointe de… Enfin, pas d'amertume, mais tu cibles vraiment le côté au niveau des juges, parce que c'est vrai que ça, il y a pas mal de gens qui sont assez, on va dire, vindicatifs par rapport à ça, au fait qu'il faudrait même y ait
plus de 3 juges en MMA. Est-ce que toi, ce serait soit ça la solution, ou au contraire, il y a aussi Joe Rogan qui dit qu'il faudrait que ce soit aussi des gens qui s'y connaissent vraiment? Parce que c'est vrai que la plupart du temps, c'est compliqué de trouver des gens qui aient les outils pour justement bien évaluer. Il y a un petit peu de véhémence, c'est vrai. Mais après, je suis persuadé dans ce que je te dis que dans la grande majorité des cas, c'est pas fait pour mal, c'est pas fait pour nuire, tu vois. Il y en a, oui, clairement. Tu sens les promoteurs étrangers, des fois, ils choisissent le combattant français qu'ils vont envoyer au casse-pipe pour faire monter leur athlète. Et si jamais le combattant français, il fait le combat de sa vie, il perdra, quoi qu'il arrive, à la décision. Mais ça représente d'infimes cas. Le but de souligner ça, c'est pas de faire une polémique. C'est que, tu vois, même à l'UFC, des fois, tu as des décisions, elles sont très difficilement compréhensibles. Tu regardes même après, tu te dis, allez, peut-être que j'ai fait ce constat à chaud, je vais re-regarder le combat, je vais quantifier le nombre de frappes, le temps qui est passé en top position, ce qu'on appelle les positions avantageuses. Et après ça, tu regardes et tu dis, non, je comprends toujours pas comment le juge A, il peut donner l'autre. Des fois, ça n'a pas beaucoup d'incidence, c'est juste une split, c'est-à-dire une décision partagée. Mais tu te dis quand même, mais comment un juge a vu telle personne gagnant? Quels sont ces critères? Mais c'est pas, je pense, des critères malhonnêtes. Je pense que Joe Rogan a raison. Il y a plein de gens qui sont pas d'anciens combattants, qui ont des critères qui leur appartiennent. Alors, il faudrait leur demander à eux. Mais ouais, c'est très variable. Donc, je pense déjà. Après, tu sais, les combattants, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, le MMA, ça a commencé dans les années 90. Donc, il y a plein de combattants qui seraient en âge de faire juge. Ils ne le font pas. On laisse ça à des néophytes, à des gens qui n'ont pas une grande connaissance ou qui viennent du karaté. Tu sais, des fois, tu regardes un petit peu les mecs qui viennent de là. Alors, c'est des mecs qui viennent de l'anglais, c'est des mecs qui viennent du karaté traditionnel. Mais quel est leur degré de compréhension du MMA pour pouvoir juger le résultat d'un combat? Ils vont regarder quoi? Les strikes efficients, mais ils vont pas tenir compte du takedown, ou ils vont trop tenir compte du takedown et pas assez du striking efficient. Tu vois, par exemple, tu as des mecs, ils ont fait un takedown par round. Ok, mais il s'est fait downer. Pourquoi tu mets celui qui a fait les takedowns? Il s'est fait downer. Et tu vois, et des fois vice-versa. Le mec a downé une fois, mais il a subi tout le reste du combat. Tu as des décisions qui sont difficilement compréhensibles par quelqu'un qui vit MMA toute l'année. Après, je pense que c'est Joe Rogan qui a raison. C'est pas une question d'en mettre un quatrième, parce que si tu en mets un quatrième et qu'il a toujours pas la connaissance du sport, ça va faire la même chose. Je pense que c'est une question de formation. Et qu'il faut plus insister encore là-dessus. La professionnalisation de l'arbitrage, ça a été fait, ça y est. Je pense que Marc Goddard a énormément joué là-dessus. Maintenant, il faudrait s'occuper de la professionnalisation des juges. Et puis ça va prendre un petit peu de temps forcément, parce que tout le monde est en place. Donc oui. Là, oui, ça va être long. Et tu parlais aussi justement de l'importance des sponsors, parce qu'aujourd'hui, tu as la casquette d'entraîneur, manager aussi pour les athlètes. Et c'est vrai qu'en France, quelle est ta priorité aujourd'hui quand tu manages un athlète pour dire faire les bons choix et peut-être, je sais pas moi, choisir une organisation au détriment d'une autre, ou au contraire prioriser telle ou telle chose, parce que l'UFC, c'est une très belle organisation, mais là aussi, c'est l'Afrique du Sud, donc c'est très loin aussi. Quand vous faites les déplacements, il faut venir un petit peu en avance et tout ça. Il y a le phénomène de l'altitude également. Ouais. Moi, aujourd'hui, je fais du management à mon échelle, parce que j'ai une petite équipe, tu vois. On était au MMA Factory il n'y a pas très longtemps, j'en ai discuté avec Lopez, il m'a fait un joli compliment, et moi aussi, on s'est lancé des compliments à Garando, tu vois. Lui, il me dit qu'il trouve que je fais un excellent travail avec mes faibles moyens, ce qui est vrai, et moi, je trouve que c'est un modèle de réussite et de travail. Mais ça veut dire pas mal de choses. Moi, je fais du management, mais je ne peux pas prendre énormément de combattants. J'en prends une dizaine, et déjà c'est beaucoup. Mais j'essaie de bien faire le travail de A à Z. C'est-à-dire, c'est quoi faire pour moi du management? Ma définition du management, c'est quoi? Tu prends l'athlète, soit au début de sa carrière, soit en cours, ça on le sait, et tu fais un constat d'abord. De quoi il a besoin? En termes de... là, je te parle de préparation. Est-ce que... On va essayer d'utiliser des mots simples pour que la grande majorité des gens qui regardent comprennent. Est-ce que, au niveau du cardio, au niveau du physique, au niveau de la constitution corporelle, est-ce qu'il est dans la bonne caté? Parce que est-ce qu'il a un taux de masse grasse important? Est-ce que il a besoin d'un travail plutôt technique ou plutôt d'un travail, tu vois? Le premier constat, c'est un constat sportif. Est-ce qu'il a trop de lacunes dans un coin, donc c'est mieux d'attendre et de faire avant de préparer un combat, il faut essayer de combler certaines lacunes qui sont trop évidentes, parce qu'aujourd'hui, avec YouTube, avec toutes les organisations de MMA qui ont leur chaîne vidéo, machin, tu as accès au combat assez facilement. Donc si l'athlète il a trop de lacunes, il faut les combler. Ça, c'est le premier travail.
Le second travail, après, c'est de voir dans quelles conditions on peut préparer un combat. Donc il faut construire une équipe autour de l'athlète. L'athlète tout seul, il fait rien du tout. Une équipe médicale, une équipe de récupération, une équipe de préparation. Après, les combats, il faut les choisir avec parcimonie et avec efficience. C'est-à-dire qu'il faut essayer de maximiser. Tu ne prends pas un combat si tu penses que l'athlète il a 10% de chance de gagner. Tu vois, il faut une vraie réflexion. Et cette réflexion, elle ne peut pas être soumise à un seul jugement. Parce qu'il faut de l'objectivité. Donc il faut réunir un collège d'experts qui seraient d'autres fighters qui peuvent être d'autres fighters de l'équipe, qui peuvent être des gens qui visionnent avec toi, pour se dire, ok, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a une probabilité de victoire suffisante? Il ne faut pas non plus dire, s'il n'y a pas 100% de chance, on ne prend pas. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais il faut essayer de relativiser là-dessus également. Et une fois que tu as fait ça, tu choisis l'organisation par rapport aussi à l'athlète. C'est-à-dire que si l'athlète est déjà connu parce qu'il a un passé, tu vois, tu me parlais d'Afrique du Sud, je vais rebondir dessus. Manon, elle a été mise en avant grâce à l'IMAF. Donc effectivement, j'avais plus de visibilité. Je m'occupe d'un autre sportif qui vient de gagner en Italie après avoir gagné en Suisse, qui est Baris Adigüzel. Lui, pour l'instant, il y a un passeport turc donc, qui empêche un petit peu d'aller dans certains endroits de l'Europe. Il y a le fait qu'il n'est pas connu parce qu'il n'a pas pu faire l'IMAF du fait de cette nationalité turque. Donc là, tu es obligé de démarrer dans des plus petites orgas. Après, tu vois ce que tu fais en fonction de la réussite, tu vois. Donc tout ça, ça se travaille en amont. Tu fais un peu, c'est comme un jeune diplômé d'université. Tu fais un plan de carrière. Tu fais un plan de carrière. Et sauf qu'un diplômé d'université, ça va être plus facile parce qu'il n'y a pas de relativité. Là, une défaite et ça remet tout en question. Exactement. Donc c'est là que ça rend la tâche difficile. Et pour ça que je te dis qu'il faut vraiment être dessus parce que tu peux pas te permettre de faire ça à la chaîne. Sinon, tu fais de l'abattage, tu fais de la grande distribution et tu fais pas du qualitatif. Mais là, est-ce que pour toi, ta carrière de combattant t'aide énormément pour faire ces choix-là? Parce que c'est vrai que quand t'as, n'importe quoi, une grosse organisation qui t'appelle en short notice, tu peux te dire, ok, il y a que 10%, mais t'as toute cette visibilité, par exemple du Bellator, du PFL, tu vois? Non, mais je suis d'accord avec toi. Après, il y a l'âge du combattant qui rentre compte. Et il y a effectivement, moi, ma carrière de combattant, à quoi elle me sert? Elle me sert justement à réfléchir à ce genre de choses. Elle me sert aussi à avoir des contacts. Parce que ça fait quand même depuis 2006 que je suis professionnel. Alors officiellement, je le suis toujours. J'ai pas pris ma retraite. Après, je sais que mon capital combat, il est fini. Peut-être que j'en referai pas. Peut-être que si c'est légalisé en France et que j'ai une opportunité. Tu sais, j'ai une fierté, étant d'origine italienne, de nationalité française, parce qu'il y a toujours ce jeu de dire ouais, je suis machin. Non, je suis français. Et quand il y a la Marseillaise, j'ai les larmes aux yeux. Et je suis fier de représenter la France et j'ai une grande fierté d'être le head coach de l'équipe de France. Mais j'ai des origines italiennes. Et quand le MMA a été interdit en France, j'ai pu faire la première cage qui a été faite en Italie. Donc ça, j'en suis fier. Mais ce que j'aimerais, et j'ai toujours espoir, même si mon grand âge fait que cet espoir diminue de jour en jour, j'aimerais bien essayer d'en faire en France quand même, pour boucler la boucle. Mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Mon actualité, elle est coach et elle est head coach, donc c'est ça mon actualité et pas autre chose. Je lance pas d'appel ni des messages à aucun promoteur. À l'UFC, voilà. Mais ouais, j'ai toujours espoir de le faire, mais il faut que je me dégage du temps et pour l'instant, il n'y en a pas. Donc elle est pour mes combattants, l'actualité, pour mon club et pour l'équipe de France et pas ailleurs. Et jusqu'à maintenant, en tant que coach, quelle a été ta plus belle réussite? Parce que c'est vrai que pour les coachs, quand je parle à Lopez ou à d'autres, ils disent c'est extrêmement difficile quand on est coach, surtout quand on a été combattant, parce que nous, on visualise quelque chose, on va dire telle ou telle chose, mais on n'est pas le combattant. Donc ça se trouve, quand on va dire justement, tente le takedown, peut-être qu'il a plus de jus, et que toi, quand tu le vois douter, tu ne peux pas le ressentir. Donc toi, jusqu'à maintenant, quel a été le moment où tout confondu, soit tu as été hyper satisfait par la performance, ou au contraire, le game plan était superbement travaillé, ou il y a eu le conseil qui a fait que? Alors, je vais te dire ça d'un point de vue général, et après, je vais te parler d'un combat de ces championnats du monde. D'un point de vue général, pour l'instant, j'ai vraiment deux grandes satisfactions en tant que head coach. Alors, on va faire un petit clin d'œil au passé quand même, parce que tu sais, le temps passe vite. La carrière de facteur, elle est éphémère. Et moi, j'aimerais rendre un hommage à un garçon que j'ai eu dès le départ, qui a été au Boxing Squad, qui est Christopher Jacquelin. Alors, les gens, ils vont pas trop s'en rappeler parce que ça fait déjà, le temps passe vite, ça fait déjà 3-4 ans, mais je pense que Christopher, il mérite cet hommage. Christopher, il est parti de rien du tout. Et puis, il a fait le BAMA, il a gagné. Puis, il a réussi à être aux portes de l'UFC puisqu'il a fait la ceinture du Cage Warrior.
Et aujourd'hui, son travail, il est gendarme, ne lui permet plus d'être dans le haut niveau. Mais Christopher, c'est une de mes plus grandes satisfactions en tant que coach parce que quand on voit d'où on est parti et ce qu'on a réussi à faire, battre des TUF, c'est-à-dire Ultimate Fighter vétéran, brandir les échelons du MMA européen petit à petit et finir pour la ceinture du Cage Warrior. Parce qu'être Cage Warrior vétéran, c'est déjà un grand gage de haut niveau. Bah, c'est une des plus grosses organisations européennes, tout simplement. Mais quand tu as fait carrément la ceinture, c'est encore gage de plus haut niveau. Donc, ouais, Christopher, après, bien sûr, Axel Sola. Je l'ai depuis l'âge de 13 ans, numéro 1 mondial pound for pound, on n'en parle même pas. Et évidemment. Et puis surtout que c'est pas terminé. Non, enfin, c'est le début, c'est ça aussi. C'est le début, c'est une déception. Mais maintenant, voilà, c'est ça. Oui. Actuel. Voilà, en 2022, complètement. On verra où il va aller, mais il va aller très loin. Et bien sûr, Manon. Manon qui est championne du monde amateur, qui démarre une carrière pro, là, qui va faire la ceinture de la 4e ou 5e organisation mondiale. Et surtout, l'évolution. Parce que le combat, c'est le combat, tu peux te dire, mais quand tu vois ce qu'elle était et ce qu'elle est aujourd'hui, takedown défense, elle sait lutter, elle sait faire du sol. Voilà. Là, le coach, il est hyper fier. Après, sur ces championnats du monde, il y a le jeune Jordan qui a eu sa médaille aujourd'hui. Il combat contre un local de Bahreïn. On est dans le coin avec Nicolas, puis le premier round, il se passe très très mal. C'est-à-dire qu'on part sur un premier game plan qui est plutôt, lui, il veut faire son sidekick, il veut faire 2-3 trucs. Nous, on est là pour les conseiller. Mais si l'athlète, il est confiant sur ça, tu ne vas pas lui dire non, ne fais pas ça, tu ne sais pas le faire. Donc on part sur son game plan, il est confiant et le round, il se passe très très mal. C'est-à-dire que dès les premiers échanges, il est emmené au sol, il est contrôlé contre la cage, et il essaye de se relever, il perd le round, mais il perd le round de façon évidente et dominatrice pour l'athlète de Bahreïn. Puis là, on se regarde avec Nicolas et tout de suite on part sur un autre game plan, mais improvisé, parce qu'on a une complicité, on a juste besoin de se regarder et on part. Et là derrière, il gagne 2, il gagne 3 de façon dominatrice au total, presque on lui met 2 points d'avance dans le dernier round. Et Jordan, il se qualifie, puis ça l'amène jusqu'à la médaille qu'il a prise aujourd'hui. Donc là, c'est le souvenir de la compétition en termes de coaching, de game plan. Tu vois, on a dû rechanger en 3 minutes parce que ça se passait très mal et ça se passe super bien, il gagne. Et là, tu es super fier d'avoir pensé au game plan qu'il fallait. Ouais, c'est vrai. Ah là là, super. Bah, voilà, ça va être vraiment la dernière question. Là, c'était surtout pour Manon. Enfin, je le sais parce que les échanges que j'ai avec les différents coachs, c'est compliqué. En Europe notamment, de trouver des adversaires quand on a une très bonne fille, on va dire. Est-ce que toi, ça, tu le vois et comment tu fais pour gérer justement cette carrière-là, surtout quand on a une pépite comme ça qui monte à fond, mais forcément, chaque fois pour trouver, tu vas à l'UFC, mais je pense qu'à chaque fois, c'est un petit peu des batailles pour réussir à trouver des combats intéressants pour elle. Ouais. Le MMA féminin, je le rapprocherais un petit peu du MMA poids lourd. Alors, les gens ils vont dire mais attends, pourquoi ils comparent des filles avec des hommes de plus de 100 kilos? Parce que ça va plus vite que dans certaines catégories. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce MMA-là, le MMA féminin et le poids lourd, tu peux accéder à de très grandes organisations en 3-4 combats. Ouais. Comme Cyril l'a fait. Comme Cyril l'a fait, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais son 3e ou son 4e combat, 4e peut-être, c'était à l'UFC. Ouais. Tu vois comme ça va vite. Alors que quand tu regardes des athlètes qui évoluent en welter, en 77, en middle en 84, à 70, ils arrivent à l'UFC en général, c'est mini 8 combats et des fois 15. Ouais. Tu vois, donc c'est pas le même laps de temps. Pourquoi? Parce que il y a moins, je pense, d'athlètes efficients dans ces catégories-là. Donc ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que c'est facile d'intégrer de gros organes, mais c'est très difficile de trouver des combats. Tu vois, tu me parles de Manon. Manon, c'est ma plus grande satisfaction, puisque je te l'évoquais il n'y a pas longtemps, mais c'est aussi, pour moi, une erreur que j'ai faite, par exemple, en tant que coach et que manager. Je vais te la donner, cette erreur. Elle sort des championnats du monde. Manon, c'est une 57 kilos. Et moi, parce que j'arrive pas à trouver de combat et que le temps passe, j'accepte un combat à 61. Alors, on parlait de décision litigieuse. Ouais. J'invite les gens à regarder ce combat. Moi, je la vois pas perdre. Mais là où je me remets en question, c'est que le poids a fait qu'elle n'a pas réussi à faire la différence comme elle aurait dû. Le poids, le stress du premier combat. Et ça, j'aurais dû le prendre en compte. Moi, je l'ai vue trop brillante. C'est vrai que quand tu gagnes les championnats du monde des amateurs et qu'il n'y a pas une fille qui t'a ne serait-ce que touché, ça met la barre très haut.
Et peut-être que j'aurais. Donc c'est aussi une erreur, tu vois, je reviens dessus. On apprend de ses erreurs de toute façon. Donc c'est une erreur du manager d'avoir choisi ce combat, mais devant la difficulté à trouver des combats, j'ai accepté ce combat une caté de poids au-dessus. Il fallait pas le faire. Mais bon, je pense que je me suis rattrapé puisque j'ai eu l'occasion derrière de la mettre sur cette télé-réalité qui est un peu calquée sur celle de The Ultimate Fighter. Sur cette télé-réalité, elle fait un KO sur Becky Henslow qui est une anglaise. Elle prend sa revanche sur Cornelia Holm qui l'avait battue au championnat d'Europe IMAF et qui était 35e mondiale, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis derrière, elle bat Mélanie Rueros qui va faire le K1 Japon là au mois de décembre. Et là, elle se bat pour la ceinture. Donc, le manager s'est pardonné. Le head coach, il est toujours un peu en colère. Le manager s'est fait. Et là, elle est dans les tuyaux. Donc là, effectivement, on a moins de difficultés à trouver des combats parce qu'elle est rentrée dans une grosse orga. Merci beaucoup, parce que franchement, c'était passionnant. Merci à toi, en tout cas. Super. J'encourage vraiment tout le monde à regarder La Sueur parce que c'est vraiment quelque chose de professionnel. Et moi, j'ai pris un grand plaisir à converser avec toi pendant cette grosse demi-heure. Eh ben voilà, je rougis. Merci. Merci beaucoup. Allez, Sueur.